qu'est-ce que j'avais demandé dans la question petit b? Dans la question petit b, j'avais demandé une base de Kerr de f, une base de image de f, la dimension de Kerr de f, ainsi que la dimension de image de f. Alors, je commence par Kerr de f. Qu'est-ce que le Kerr de f? Alors, je rappelle pour les gens qui l'ont oublié, le Kerr de f, c'est l'ensemble des éléments x, y, z appartenant à l'espace de départ dans l'image est nulle. X, y, z égale à 0. De quel 0 je parle? Je parle du 0 de l'espace d'arrivée. Et comme l'espace d'arrivée c'est R3, donc c'est le triplé 0, 0, 0. Alors, comme c'est pas clair, alors ça c'est égal à quoi? Alors, somme des x, y, z appartenant à R3 tel que. C'est quoi f de x, y, z? C'est un certain triplé. Oui. C'est x moins y, c'est y moins z, et c'est z moins alpha x. Ce triplé doit être égal à 0. Ça veut dire la première composante de f de x, y, z, est x moins y, doit être égal à 0. La deuxième composante, y moins z égale 0. Y moins z doit être égal à 0. Et la troisième composante, z moins alpha x, doit être égal à 0. Ok. Alors, là c'est égal. C'est égal à l'ensemble des x, y, z appartenant à R3 tel que quoi? Regardez ce que nous donne la première et la deuxième information. X égale y. Ça nous donne une information très précieuse, laquelle c'est x, y, z, c'est la même chose, n'est-ce pas? La troisième propriété, il nous donne quoi? Z égale alpha x. Et il nous donne z égale à moins alpha x, et z égale à alpha x. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que z égale à alpha x et x est égal à quoi? Égal à z, n'est-ce pas? Égal à alpha z, je ramène ça ici. Autrement dit, ça me donne 1 fois alpha fois z égale à 0. D'accord? Alors, le fait que 1 fois alpha z égale à 0, comme vous le savez, dans R, le produit de deux nombres est nul, ça signifie que l'un est nul, ou les deux sont nuls. Donc là, ça laisse à discuter. Il y a une discussion qui vient d'apparaître. Et comme je l'avais toujours dit, la discussion, ne jamais l'inventer. C'est à elle de s'imposer. Là, il s'impose de voir si alpha égale à 1 ou alpha est différent de 1. Donc c'est la première fois que la discussion selon le paramètre alpha s'impose. Alors si alpha est différent de 1, que se passe-t-il? Si la constante alpha est différente de 1, la deuxième propriété implique nécessairement z est nul. Et si z est nul, les trois nombres sont nuls. Alors si alpha est différent de 1, alors le Kerr de f, il va contribuer à quoi? 0, 0, 0. C'est le seul triplé x, y, z capable d'être dans le Kerr de f, c'est-à-dire capable de vérifier ça, ça va être 0, 0 et 0. Ok? Donc, l'espace vectoriel réduit à 0, est-ce qu'il a une base? Non, pas de base. Parce qu'une famille de cet espace-là, obligatoirement, il doit contenir le vecteur 0. Et on avait dit que toute famille contenant le vecteur 0 est liée, il n'est pas libre. Donc il est condamné. Donc cet espace-là n'a pas de base, mais ce qu'il a, il a une dimension. On avait dit que par convention, la dimension de l'espace réduit à 0, c'est 0. Très bien. D'où la dimension Kerr de f égale à 0. Et, je le rappelle, Kerr de f n'a pas de base. De plus, tout ceci, je suis en train de le faire dans le cadre de alpha différent de 1. Alors, de plus, la dimension, là, il est temps que j'utilise une des propriétés que j'avais données dans la fameuse proposition. La proposition vue précédente. La dimension de E est égale à quoi? À la dimension de Kerr de f plus la dimension de image de f. La dimension de Kerr de f est égale à quoi? À 0. Ce qui implique, et la dimension de E est égale à quoi? Égale à 3. N'oubliez pas que E c'est exactement l'espace R3. Donc ça signifie que la dimension de l'image de f est égale à 3. Or, image de f est un sous-espace de quoi? L'image de f est un sous-espace de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire de R3. Qu'est-ce que je dis bien alors?
on déclare la chose suivante. Donc, image de f est un sous-espace vectoriel de R3 qui a la même dimension que R3. Sa dimension R3. Ça veut dire qu'il faut aussi la même R3. De R3 qui a la même dimension que R3. Par conséquent, l'image de F, ça va être R3. Ce qui implique, comme j'ai demandé une base de R3, donc n'importe quelle base, comme j'ai demandé une base de l'image de F, donc n'importe quelle base de R3, il fait une base de l'image de F. Même par exemple, je prends la base canonique. D égale, par exemple, la famille constituée par 1, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 est une base de image. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est juste pour la situation alpha différent de 1. Alors, si alpha est égal à 1, que se passe-t-il? Alors, si alpha est égal à 1, dans ce cas-là, le cœur de f, ça va prendre quelle forme? Le cœur de f, ça va être l'ensemble des x, y, z, tel que ceci vérifie. Alpha égale à 1, ça veut dire que 0 égale à 0. 0 égale à 0, ce n'est pas une information. D'accord? Le fait de me dire que 0 est égal à 0, ça ne va rien ajouter. Donc, quelle est la vraie information? C'est celle-là. Donc, R de f, c'est l'ensemble des triples x, y, z, tels que x, et y, et z, c'est la même chose. X appartenant à R. Chose que je peux écrire sur la forme x, 1, 1, 1, 1, slash x. Donc, R, donc c'est égal à quoi finalement? Égal à x de 1, 1, 1. De ce vecteur. Qu'est-ce qu'on avait dit sur un espace qui s'écrit sur la forme V? Ça signifie deux choses. Primo, que cette famille-là est. Bon, primo, ça signifie que R de f est un sous-espace. Ça, on le sait. Hein? Si vous vous rappelez, je vous avais dit que chaque fois qu'un ensemble, on arrive à le mettre sous la forme ker de quelque chose, vec de quelque chose, c'est automatiquement un sous-espace. Bon, vous allez dire, monsieur, mais on sait que le ker de f est un sous-espace. Donc cette information n'est pas très utile pour nous. Et secondo, quand j'arrive à écrire ker de f égale avec ceci, ben ça implique que la famille P1 constitue par le vecteur 1, 1, 1, il génère le ker de f. Voilà une famille génératrice de ker de f. Ben moi je demande une base de ker de f. Alors cette famille génératrice, que lui manque-t-elle pour être une base de ker de f? Être libre. Libre. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur les familles qui contiennent un seul vecteur? Ils sont libres pourvu que ce vecteur est non nul. Très bien. Et comme le vecteur 1, 1, 1 est différent du vecteur nul, alors ceci implique que la famille B1 n'est pas seulement une famille génératrice de ker de f, mais est libre. Par conséquent, la famille B1 est une base de ker de f. On vient alors de trouver une base de ker de f, mais dans quel cas? Dans le cas où alpha égale à 1. Alors toujours dans le cas où alpha égale à 1, il faut trouver une base de image f. Bien. Alors, si je vous demande quelle est la dimension de ker de f, 1. donc très bien, ceci implique que la dimension de ker de f est égale à 1. On a trouvé une base qui contient un seul vecteur. Ce qui implique là. Or, la dimension de R3, comme vous le savez, est égale à quoi? Égale à la dimension de ker f plus la dimension de image de f. Et bien sûr, on vient d'établir que ça, on sait que c'est égal à 3, on vient d'établir que ça, c'est égal à 1. Conséquence, ceci implique que la dimension de l'image de f est égale à quoi? 2. La dimension de l'image f est égale à 2. Très bien. Alors maintenant, on ne se contente pas de la dimension de l'image f, on veut une base de l'image de f.
Alors, regardez bien. Comment on trouve une base de l'image de f? En fait, c'est une bonne occasion parce qu'en général, trouver une base de curve de f, c'est beaucoup plus facile que de trouver une base de l'image de f. Alors, comment faire pour trouver une base de l'image de f? Regardez bien. L'application f, il démarre de quel espace vers quel espace? Il démarre de R3 vers R3. Donc, cherchons une base de image. Alors, la famille G constitue par. Pour cela, on sait que la famille G constitue par vecteur 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. C'est une famille qui génère quel espace? L'espace de départ. Oui. Ce n'est pas seulement une famille génératrice, c'est même une base. Mais dans le contexte où on est, on a besoin juste du fait qu'elle est génératrice. Comme elle est génératrice, qu'est-ce que j'avais dit dans la proposition? Très bien. Alors, la famille f de G, qui constitue par quoi? Par f 1, 0, 0. Je passe à la ligne. Alors, la famille f de G constitue par f. Qu'est-ce qu'elle fait? Il génère quel espace? Image de f. Image de f. Ce qui implique que la famille f de G est du calcul. Quelle est l'image de ce vecteur-là? J'avais dit que c'est. Rappelez-moi un petit peu l'image, c'est X f moins de x, y. y, z égale à x moins y ou y? X moins y. X moins y. X moins y, pas y moins x. Bon. Alors. C'est x moins y, c'est 1. C'est y moins z. Et c'est z moins Alpha x. alpha x. Alpha il est égal à quoi? On travaille dans le cadre alpha égal à 1. Donc c'est z moins alpha. Donc c'est moins z. N'est-ce pas? L'image de ce vecteur, c'est x moins y, c'est moins 1. C'est y moins z, c'est 1. Et c'est z moins alpha 1. Donc ça fait 0. Et le troisième vecteur, c'est lequel? C'est x moins y, c'est 0. C'est y moins z, c'est moins 1. Et c'est z moins alpha fois ça. Donc c'est 1. Donc cette famille-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle génère l'image de f. Génère l'image de f. La dimension de l'image de f, on vient d'établir qu'elle est égale à quoi? 2. Ça veut dire que cette famille-là ne peut pas être libre. Ouais. Parce que si c'était une famille libre comme une génératrice, il serait une base de l'image de f. Et donc la dimension de l'image de f serait 3. Alors que nous, on vient d'établir que la dimension de l'image de f, c'est juste 2. Ouais. Ça veut dire que parmi ces vecteurs-là, il y en a un au moins qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres. Donc, par exemple, si je fais par exemple le deuxième vecteur, oh, regardez bien, le vecteur 1, 0, moins 1, il est égal à quoi? Je vais combiner les derniers vecteurs pour avoir le premier vecteur. Ça va être moins 1 et 1 et 0, et là j'ajoute le vecteur 0, moins 1 et 1. Quels sont les coefficients à choisir? Là je prends par exemple moins, et là je prends par exemple moins. Est-ce que ça fait le compte? Regarde bien. Moins 1, ça fait combien? Ça fait 1. Moins 0, ça fait le 1 qui est. Ensuite, moins 1, ça fait moins 1. Et moins 1, ça fait plus 1. Ça fait 0. Chose que j'ai ici. Et là, moins 0, ça fait 0. Moins 1, ça fait moins 1. Donc c'est correct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de me dire que cette famille-là, il génère l'image de f. C'est-à-dire que tous les vecteurs de l'image de f, ils se fabriquent à la base de ces trois vecteurs. Mais je remarque que dans cette famille-là, il y en a un qui s'écrit comme combinaison linéaire des deux
secondaire. Alors, si j'enlève ce vecteur-là, est-ce que je vais perdre la qualité génératrice? Maintenant, parce que le vecteur que j'ai enlevé, lui aussi est une conséquence des deux autres. Autrement dit, ceci implique que la famille B2, qui constitue juste par les deux derniers vecteurs, moins 1, 1, 0, et quoi d'autre? Et 0. Moins 1, 1, c'est une famille qui génère l'image de f. C'est bon. Donc, la famille B2 est génératrice de l'image de f. Et, comme le cardinal de la famille B2 coïncide avec la dimension de l'image de f, alors le fait que la famille B2 génère l'image de f, ça implique plus fort que cela, que B2 est une base de l'image de f. D'accord? Donc je vous rappelle que là, nous avons utilisé une propriété que nous avons vue ensemble lorsqu'on avait étudié les espaces vectoriels. Je la rappelle, dans un espace vectoriel de dimension fine, quand vous prenez une famille, quand est-ce que c'est une base? Ben, pour démontrer que c'est une base, il faut démontrer qu'elle est libre et qu'elle est génératrice. Mais, je l'avais dit hier, mais si vous avez une famille qui a la propriété suivante, laquelle son cardinal, c'est-à-dire son nombre de vecteurs, coïncide avec la dimension de l'espace, alors ça facilite la tâche. C'est-à-dire, pour démontrer qu'elle est base, il suffit de montrer qu'elle est libre ou il suffit de montrer qu'elle est génératrice. Les trois propriétés deviennent équivalentes. Être une base ou être libre ou être génératrice, c'est exactement la même chose. C'est le cas ici. Nous avons une famille qui a deux vecteurs et qui est génératrice de l'espace image de f. Et la dimension de l'image de f, ça a été déjà établi, c'est 2. Donc là, nous avons la chance d'avoir une famille dont le cardinal, je le dis ici, le cardinal, c'est exactement 2. Dont le cardinal coïncide avec la dimension. Et comme elle est génératrice, donc c'est automatiquement une base. Alors, on vient d'établir, dans le cas alpha égale à 1, une base de l'image de f et une base de kerf de f. Et aussi dans le cas où alpha est différent de 1, nous avons établi que le kerf de f n'a pas de base, mais sa dimension est nulle, et que l'image de f, c'est tout R3, donc sa base, c'est, prenez n'importe quelle base de R3, ça fait aussi une base de l'image de f. Alors la question petit c. La question petit c, je vous demande de voir ce qui se passe côté adjectivité, surjectivité et tout cela. Alors, si alpha, bon, avant d'entamer la question petit c, je pense que c'est le moment d'insérer une proposition dont on aura besoin. Au fait, j'aurais dû l'insérer lorsque je vous avais parlé de la proposition, mais j'ai oublié. Alors, je vais l'insérer. Proposition. Alors, soit E, F, deux espaces vectoriels sur le même corps K, tous les deux de dimension finie. Et soit F, une application linéaire de E. Alors nous avons la propriété suivante, laquelle? Alors, si la dimension de coïncide avec la dimension de f, on a les équivalences suivantes. Lesquelles? F est bijective, c'est équivalent à F injective et c'est équivalent à F et surjective. Donc vous voyez ce que la morale
de cette proposition, c'est que quand on a démontré qu'une fonction, une application linéaire est bijective, normalement, il faut fournir un double effort. Il faut démontrer qu'elle est adjective et elle est surjective. Mais si vous avez la chance d'avoir deux espaces vectoriels, celui de départ et celui d'arrivée, qui ont la même dimension, comme c'est le cas dans l'exercice qu'on est en train de traiter, c'est R3 et c'est R3. Alors vous n'êtes pas obligé de les avoir les mêmes, mais juste d'avoir les mêmes dimensions. Ça facilite la chose. C'est-à-dire, pour démontrer qu'elle est bijective, il suffit de montrer qu'elle est adjective ou il suffit de montrer qu'elle est surjective. Il y a équivalence entre les trois propriétés. Ok? Je souligne ça, c'est une propriété à retenir. Elle est très utile. Dans beaucoup d'exercices, il trouve son utilité. Alors, comment va-t-on l'appliquer dans notre exercice? Je suis toujours en train de répondre à l'exercice. Donc, si je vous rappelle que l'intitulé de toute cette partie-là, c'était quoi? Si vous vous rappelez, c'était application et explication. Donc, et les exemples, et les exercices, et tout ce qu'on est en train de traiter, c'est pour assimiler ces notions, cette notion d'application linéaire et ses propriétés. Alors, réponse à petit c. Si alpha est différent de 1, si alpha est différent de 1, qu'est-ce qu'on a établi? On a établi que le kern de f est égal à 0. Vous rappelez? Ceci implique que l'application f est comment? Et adjectif équivalent. Et comme les espaces de départ et d'arrivée en même dimension, donc ça c'est équivalent à dire que f est surjective et c'est équivalent à dire que l'application f est bijective. Ok? Bien. Alors, reste à traiter le cas de alpha différent de 1. Alors, si alpha est égal à 1, si alpha est égal à 1, qu'est-ce qu'on avait vu? La dimension de kern de f est égale à 1. C'est égal à 1. Vous vous rappelez, on a trouvé comme base quoi? La valeur de 1 constitue par 1. C'est ça. Alors, la dimension de kern de f, elle est égale à 1. Ceci est la preuve que kern de f est différent du. Et ceci implique que f n'est pas injective. Est-ce qu'elle peut être surjective? Ben non. L'espace de départ et d'arrivée, ils ont la même dimension. S'il n'est pas injectif, ça veut dire qu'elle n'est ni injective, ni surjective, ni bijective. Donc ceci implique que f n'est ni surjective, ni bijective. Très bien. Alors, on passe maintenant à autre chose. Okay. En fait, maintenant, on entame quelque chose de très important en ce qui concerne les applications linéaires. C'est le lien entre une application linéaire et une matrice. Ok? Bien. Alors, je vais insérer ça sous forme d'une remarque. Remarque. Alors, soit EF, deux espaces vectoriels sur K, tous les deux de dimension finie. Et soit B égale à E1, E2 jusqu'à EP, une base de l'espace de départ, et B bar égale à G1, G2, GQ, une base de l'espace d'arrivée.
bases. D'accord. En plus de ça, on suppose connaître les valeurs des n vecteurs lesquels f de E1, f de E2 jusqu'à f de E, les p vecteurs. C'est-à-dire quoi? Récapitulons. Je suis en train de, bon, on suppose connaître les valeurs où f est une application linéaire de E grand F. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que je me donne deux espaces vectoriels, tous les deux supposés de dimension finie, et que je me donne une application linéaire qui va de E dans F. D'accord? Logiquement parlant, quand je vous dis que l'application linéaire est donnée, ça veut dire qu'il faut que je vous donne comment calculer f de n'importe quel vecteur x. Or, dans l'espace vectoriel, il y a combien de x? Il y a des milliards, c'est l'infinité. En général, l'espace vectoriel, c'est ou bien l'espace vectoriel qui est réduit à 0, ou bien l'espace vectoriel infini. D'accord? Alors, quand je vous dis que l'application linéaire f est donnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable de calculer, de construire f de n'importe quel x. Alors, regardez ce que je vous dis là. Vous avez juste les images des vecteurs de E1, E2 jusqu'à EP. Donc, vous avez combien de valeurs? Au lieu d'avoir f de x pour n'importe quel x, je vous donne juste la valeur de f de E1 et de f de E2 et de f de EP. Mais je vous donne une information, plutôt deux informations, lesquelles? C'est que f est linéaire, et la deuxième information, c'est que les vecteurs E1, E2 jusqu'à EP, où j'ai l'information, ce n'est pas n'importe quel vecteur. Ce sont des vecteurs qui constituent une base de P. D'accord? Alors, avec ces informations-là, on est capable de calculer f de n'importe quel x. Donc, si on prend x quelconque appartenant à l'espace vectoriel, alors, le fait que la famille P est une base de E, le x s'écrit obligatoirement sous la forme alpha 1, 1 plus alpha 2, 2 plus alpha P, 2P. Par conséquent, et du fait que l'application f est linéaire, qu'est-ce que f de x? Ben, f de x c'est alpha 1, f de 1 plus alpha 2, f de 2 plus, etc. jusqu'à alpha p, f de p. Qu'est-ce que je dis puis alors? La valeur de f de x. Donc, partons des valeurs de f de E1 que je connais bien, de f de E2 que je connais bien, de f de EP que je connais bien, et partons du vecteur x que tu m'as donné, parce que tu m'as donné un vecteur et tu me demandes de calculer son image. Le fait de m'avoir donné x, ça veut dire que tu m'as donné le alpha à ses composants. Donc, connaissant le vecteur x, autrement dit, connaissant les conditions alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha p, et connaissant les images de E1, de E2 jusqu'à EP, je calcule l'image de x. Donc, quelle est la morale de ceci? C'est la suivante. Par conséquent, si on connaît les images des éléments d'une base de E par l'application linéaire F, on peut calculer f de x pour tout vecteur x appartenant à. D'accord? Donc, connaître
multiplication linéaire pour tous les vecteurs de E qui sont nombreux, ça revient à connaître les valeurs que ça prend en un certain nombre de vecteurs, un nombre fini, à savoir les vecteurs d'une base.